BFM Business et Tech Co présentent De quoi je me mêle, François Sorel. Salut à toutes et à tous. Un vrai plaisir que de vous retrouver comme chaque week-end, vous le savez, sur BFM Business, samedi, dimanche, radio-télé pour De quoi je me mêle. Et puis en exclusivité, en avant-première, dès le vendredi midi, en podcast audio et sur la chaîne YouTube de Tech Co. Votre rendez-vous tech du samedi et du dimanche avec, à quelques jours de cette WWDC qui s'est déroulée mardi dernier, eh bien, on va revenir sur toutes les annonces de ce grand rendez-vous de la conf des développeurs Apple avec nos experts. Un grand débrief de 2 modules pour essayer de rentrer dans les détails de tout ce qui a été annoncé. Je vous rappelle le hashtag DQJMM, bien sûr, si vous voulez nous suivre comme d'habitude sur Twitter. Encore merci d'être là et bienvenue dans De quoi je me mêle. Voilà, c'est vrai que c'est un rendez-vous important et 2 débriefeurs au top pour revenir sur tout ça. Nicolas Guyot est avec nous. Salut Nicolas. Salut François, bonjour tout le monde. Rédacteur en chef de Clubic, il était là la semaine dernière, il revient cette semaine. C'est quand même un gros morceau là qu'on aborde. Là, c'est un gros steak. J'allais dire un col hors catégorie. Moi, j'accroche ça à l'aspect culinaire. T'as raison. Non, c'est vrai que c'est un gros morceau et on va en parler avec toi et aussi avec Gonzague d'Ambricourt qui est là. Salut Gonzague. Messieurs. Quel plaisir Gonzague. Toujours. Ça fait un moment, dis donc. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, toi et moi, mais j'étais là lundi soir. Et bien sûr, tu étais là lundi soir. C'était lundi aussi, parce que j'ai dit tout à l'heure lundi. Sur Tech Co. C'était lundi soir, cette conférence des développeurs. Tu étais avec Raphaël Grabli et on a pu suivre, évidemment, sur la chaîne Tech Co avec tous les deux, le déroulé de cette keynote qui a duré 1h45. Ouais. Voilà. Toujours réalisation léchée. Dans un contexte important aussi pour Apple, parce que ce rendez-vous est capital. C'est, rappelons-le, le rendez-vous qui préfigure ce que sera le futur de nos produits Apple, que ce soit iPhone, iPad, Apple Watch, etc., etc. Oui, déjà, à la base, en fait, c'est un événement qui était vraiment dédié aux développeurs, à savoir tous les gens qui font vivre l'écosystème des produits Apple. Donc, il reste hyper important aux yeux de cette communauté et pour Apple, les développeurs, c'est crucial, puisque sans application aujourd'hui, nos iPhone, iPad, Mac et montres n'ont pas beaucoup d'intérêt. Mais c'est aussi, ça s'est transformé en un événement de plus en plus public, médiatique, qui aujourd'hui permet de faire passer beaucoup d'annonces, et là on a eu la plus grosse. Après c'est la keynote on va dire d'ouverture, parce qu'après il y a d'autres keynotes, il y a d'autres rendez-vous, je crois que ça dure 2 jours la WWDC. C'est réservé vraiment aux développeurs. Ça c'est un peu le prime time, la keynote d'ouverture, et puis après peut-être qu'on rentre un peu plus dans le dur. Ils entrent dans la technique après, contrairement à la keynote d'ouverture de Google où ils sont directement allés dans la technique, donc on a tous fait une grosse sieste. Là non, c'est effectivement l'ouverture est généraliste, compréhensible par papa, maman, chacun d'entre nous. Et les séances qui suivent, elles sont très dédiées à plein de sujets. Ils font beaucoup d'ateliers. En fait, ils mettent dans la main des développeurs toutes les fonctionnalités, les services, et quand c'est un nouveau produit, pour qu'ils puissent en développer des choses autour de ça. C'est vraiment crucial pour eux. Ouais, et on s'en souvient, il y a un an jour pour jour, Apple présentait pour la première fois le Vision Pro, les amis. Tout à fait. Il y a eu une petite partie sur le Vision Pro, assez rapide. Deux parties mises à jour donc, du Vision OS avec le Vision OS 2. Rien de bouleversant, visiblement. Des petites améliorations. Voilà, donc là, dans le futur, on sait que globalement, on va pouvoir avoir encore des bureaux virtuels encore plus grands, encore plus d'outils pour pouvoir l'utiliser au quotidien, etc. Donc là, c'était bien, mais surtout, c'était l'annonce de la disponibilité. Qui nous concerne. Voilà, de l'Apple Vision Pro en France dès le 12 juillet. À un tarif qui pique un peu plus que ce qu'on avait prévu. Là, ça aussi, c'est un gros morceau. C'est un très très gros morceau qu'il va falloir digérer, ou pré-mâcher avant. Voilà. Mais voilà, 4 000 €, 3 999 l'Apple Vision Pro pour une partie de l'Europe et du reste du monde. C'est ça. Voilà. Donc le 12 juillet en France, la question évidemment cruciale, c'est est-ce que ça va marcher ? Enfin, est-ce que ça va marcher ? En tout cas, est-ce que des gens vont acheter cet appareil ? Pari risqué pour Apple, bien sûr. Alors c'est le premier, évidemment, appareil qui sera mis à jour régulièrement et qui petit à petit s'améliorera, qui sera peut-être moins lourd, moins cher, plus fin, etc. Mais bon, ça va être intéressant de voir tout ça. Ça vous donne envie ou pas ? Parce que peut-être qu'on va pouvoir un peu plus le tester souvent maintenant qu'il arrive en France, cet appareil.
Pour le tester plus ouais, mais alors en fait 4000 €, ça c'est quand même bloquant, moi je trouve un peu. Il y a quand même un truc mais t'es vraiment réducteur, excuse-moi Nicolas. Voilà. En 10 fois sans frais ça passe. Ouais, ou 40 fois sans frais. En 40 fois c'est bon. Ça serait pas mal. Moi, ça me fait envie aussi, sur le principe, bien sûr. En plus, vraiment, Apple a développé sur ce segment le produit le plus élaboré du marché, mais aussi le plus cher. Et donc, c'est assez compliqué pour l'instant. Ça le réserve quand même à une cible soit professionnelle, qui veut se projeter dans le futur, architecte, la construction, tous les milieux où justement ce côté réalité virtuelle, réalité augmentée va avoir un intérêt particulier, ou à une clientèle ultra fortunée qui veut se faire plaisir. Ouais. Mais c'est pas un produit mass market pour l'instant. Oui, c'est-à-dire que en fait les premiers utilisateurs, ce seront les early adopters, comme on dit, qui ont pas mal d'argent, qui sont fans d'Apple. Et qui veulent avoir tout ce qui est nouveau de cette boîte-là. C'est intéressant. Mais on va voir, parce que là, c'est vrai qu'ils ouvrent. Alors, ils ouvrent la France, égoïstement, on parle de la France, mais comme tu disais, ils ouvrent pas mal de pays. La Chine aussi, notamment. La Chine, oui, tout à fait. Donc, Japon, et puis une partie de l'Europe, l'Angleterre, l'Allemagne. Mais en fait, il faut prévenir quand même nos téléspectateurs et auditeurs, c'est qu'en fait, on ne va pas pouvoir l'acheter directement, vous n'allez pas pouvoir aller sur Amazon et l'acheter directement. Il va falloir passer quand même, il y a une petite expérience au niveau de l'achat. On ne sait pas encore exactement comment on va pouvoir l'acheter en France, mais il faudra parier que ça va passer par les boutiques. Il faut scanner son crâne avec l'appli pour pouvoir vérifier que vous avez les bonnes dimensions, que les joints fonctionnent bien, parce qu'il y a des joints pour éviter qu'il y ait de la lumière qui rentre dans le casque, etc. Donc c'est quand même un appareil, c'est pas un appareil qu'on achète sur étagère. Non. Voilà. Non. Et puis c'est quand même assez imposant. Enfin voilà. C'est un beau produit, C'est un beau produit. C'est un beau bébé. Mais je pense que les prochaines versions sont peut-être un peu plus accessibles. Ouais. Ça va être intéressant de voir comment Apple évolue avec ce type de produit, mais on aura l'occasion évidemment d'y revenir. Ça, c'est la première news importante, l'arrivée du Vision Pro. Et puis après, Apple a déroulé, on va dire, des mises à jour, j'allais dire mineures. C'est pas tout à fait le mot, mais en tout cas... qui vont améliorer l'expérience utilisateur de tous les appareils Apple. On va pas parler de l'IA tout de suite, on va se la garder pour la deuxième partie de quoi je me mêle, parce que là, il y a quand même du lourd. Voilà, Siri qui devient un peu plus intelligent, de l'IA générative qui arrive dans le système d'exploitation. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui vous a marqué ? Alors, je sais que Gonzague, tu as suivi la keynote sur la chaîne Tech & Co. Qu'est-ce qui t'a marqué comme petite innovation sympa ? Alors, puis Nico, évidemment, tu peux réagir. Alors déjà, ils ont annoncé beaucoup de changements sur beaucoup d'OS, parce que maintenant, chez Apple, tu as tvOS, iPadOS, iOS, watchOS, qu'est-ce que j'oublie, VisionOS et macOS. Donc, voilà, il y a eu... Alors, il y a deux produits, il y a deux gammes de produits qui partagent beaucoup de ces innovations, qui sont les iPhones et les iPads, puisque quasiment tout ce qui est apporté à l'un est apporté à l'autre. Sauf la calculette qui existait déjà sur l'iPhone. Donc l'iPad a gagné en calculette. Apple a beaucoup, je trouve, insisté sur la personnalisation, qui est quelque chose qu'on peut faire depuis longtemps sur Android, puisque tu peux absolument défigurer ton téléphone si tu en as envie. Maintenant, tu peux un peu aussi défigurer ton iPhone avec la possibilité de ne plus respecter la grille qui fixait tes icônes en haut de l'écran, de pouvoir changer les couleurs, de pouvoir créer des mémojis personnalisés. Il y a vraiment beaucoup de choses autour de la personnalisation. Modifier même la couleur des icônes, des applis, ce qui est assez étonnant quand même. Tu peux leur mettre une teinte, donc tu choisis une teinte sur un gradient que tu fais défiler, et tu peux aller de toutes les couleurs que tu veux. Ça fait pas encore des résultats très beaux. Moi, ça m'a surpris, personnellement. Moi aussi, ça m'a surpris. Je me suis dit, ils vont quand même vers une ultra personnalisation. C'était un petit peu leur credo, de dire on fait des trucs. Le produit, il est beau, il est bien fait, bien fini, le design est propre, et le design de l'OS est aussi propre. Là, on va pouvoir faire n'importe quoi. On a fait des tests. Là, tu vas pouvoir saccager ton truc, quoi. J'ai un gars de ma rédaction qui a fait un papier là-dessus. Il a dit tu peux tout massacrer, quoi. Tu peux, ça, voilà. Donc, moi, je sais pas. Moi, là-dessus, je trouve que c'est un peu voilà. Ils sont peut-être allés un peu loin. C'est toujours pareil. C'est qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé aussi de rendre laid votre écran d'accueil de votre iPhone. Oui. Mais après, c'est chacun ses goûts, en fait. C'est vrai. Mais je pense que il y avait quand même une demande s'ils sont venus à ça. Aussi, c'est pas forcément quelque chose de très compliqué à implanter. Alors bien sûr, il y a du développement, je dis pas, mais ça permet d'avoir du contenu, de nouveautés à raconter sur iOS 18, parce qu'il faut quand même avoir des choses à dire pour faire vivre les moutures de l'OS. Après, il
il y a plein de petits détails comme d'habitude. Donc, par exemple, ils ont amélioré la partie wallet où quand tu vas recevoir une invitation pour un événement, une carte pour un événement, tu vas avoir la carte du lieu, la map. Alors, c'est du coup, je dis beaucoup cartes. Plus d'informations, plus d'interactions possibles. Okay. Exactement. Dans le wallet, dans chaque élément du wallet. Parce qu'aujourd'hui, le wallet est assez statique finalement. Exactement. Donc tu vas pouvoir faire Apple Cash. C'est donc se payer entre pour rembourser tes dettes directement. Voilà. Simplement en tapant le téléphone de ton pote. C'est l'équivalent de Lydia qui est devenu Sumeria, donc se rembourser entre amis ses dettes. C'est pas bon d'ailleurs pour les applications tierces, ça non Lydia, PayPal, je pense qu'à un moment donné ça va commencer un peu. C'est pas génial pour eux, mais après eux peuvent aussi s'intégrer sûrement avec des API et faire le geste Lydia va peut-être rester. Et puis Lydia c'est multiplateforme. Alors que là, tu peux faire ça que avec un iPhone. Donc, si tu veux passer des sous à quelqu'un qui... Ça commence à faire beaucoup de réflexion de se dire... Mais c'est vrai que ça va quand même réduire ce marché-là parce que après, il faut qu'on comprenne le geste et que les gens s'accaparent ce nouveau service. Mais rappelons-le, hein, par exemple, on se fait un resto tous les trois. Moi je paye et vous voulez. Bien. C'est bien ça. On peut s'arrêter là. Alors d'habitude je vous invite, mais là pour l'exemple. Arrive le moment de l'addition. L'addition c'est 60 €, on se fait 20 € chacun. Tu vas pouvoir me donner 20 € facilement, simplement en tapant ton téléphone et en rentrant ça dans Wallet. Et pareil toi, et ça sera crédité sur mon compte. Et même on peut même aller plus loin, se dire que Apple lance ça. Je pense que chez Google ça commence à réfléchir en se disant on est con, on va peut-être s'appeler. Pour justement régler les problèmes d'addition en fin de repas, parce qu'on n'a pas tous des iPhones. Et c'est vrai que le concept est absolument fabuleux, parce qu'on n'est pas besoin d'aller dans une appli, il suffit juste de tendre le téléphone. Et puis c'est vraiment un truc, j'allais dire tout bête, mais qui apporte vraiment une valeur ajoutée et qui doit pas être compliqué à mettre en place, quoi. Ah bah non, c'est clair. Alors, changement majeur quand même, le RCS. Qui arrive dans les messages, donc qui est la norme de communication qui permet de se rapprocher de ce que permet WhatsApp et que Apple freinait. Sans prononcer le mot RCS quand même pendant toute la. Voilà, il y a eu simplement un petit logo qui s'affichait. Il fallait bien le voir à la fin. Mais c'est vrai qu'ils le font un peu par dépit, j'ai l'impression, et voire même par obligation. Exactement. A priori, la Chine aurait eu son petit. La Chine et l'Europe aussi avec impact sur le sujet. La possibilité de programmer des SMS, j'avoue que je n'avais jamais trop pensé ça comme utile, mais pourquoi pas. C'est bien ça. Moi, je viens d'une autre plateforme où on peut le faire. Et c'est vraiment Android, génial. Tu peux le faire. Ouais, tu peux le faire. Ouais. Non, mais c'est génial. Mais en fait, le RCS, justement, on retrouve c'est à peu près les mêmes services qu'on a dans les applications de messagerie. Donc, en fait, on peut effectivement avoir plus d'emojis, on peut réagir, on peut rapatrier des messages pour les corriger, etc. Bon, de temps en temps, ça ne fonctionne pas parce que la personne à qui on s'adresse n'est pas compatible RCS. Il y a plein de choses qu'on peut faire. En fait, c'est vraiment le SMS du futur. Et c'était quand même hallucinant que Apple freine des cas de fer. Donc là, ils y vont à fond. Et quand ils y vont à fond, c'est bien parce qu'à chaque fois, c'est l'usage mis en avant. Et donc, ça cohabitera avec les e-messages. Hein, c'est ça. Ah oui, et ça reste des messages en vert. Donc, Apple maintient aussi cette espèce de truc de statut social des messages bleus versus des messages verts. Il y a beaucoup d'études là-dessus aux États-Unis assez passionnantes. Quand on parle des messages, il va aussi être possible d'envoyer des messages par satellite. Ça, c'est quand même quelque chose qui n'était pas possible jusqu'à présent, à savoir que depuis l'iPhone 14, je crois, on a la communication par satellite, notamment pour les appels d'urgence. Là, vous allez aussi pouvoir envoyer des textos. C'est-à-dire qu'ils ouvrent en fait l'usage. Avant, c'était que pour les appels d'urgence. Exactement. Maintenant, c'est aussi pour les SMS. C'est-à-dire qu'on pourra faire des petits coucous. Alors, ils n'ont pas parlé tarifs. Ils n'ont pas parlé tarifs. Ça va faire très très mal. Exactement. Pour l'instant, c'est gratuit. Mais on ne sait pas jusque quand. Et ça marche qu'aux États-Unis, j'ai lu, pour l'instant. C'est un petit peu limité. Après ça s'est passé de la même manière pour les SMS d'urgence. C'était au départ aux États-Unis. Et puis petit à petit, ça a été ouvert dans d'autres pays. Donc je pense qu'ils montent en puissance comme ça, en charge. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Est-ce que ça va rester gratuit, ce service-là ? Non. Ou est-ce que après, mais quoi, on paiera un abonnement à Apple parce que là, c'est décorrélé de ton abonnement téléphonique. C'est probablement un petit fee et puis peut-être quelque chose quand tu dépasses avec une quantité de données très faible. Parce que vous avez déjà désactivé votre mode avion dans un avion. Vous êtes persuadé que sortant de temps en temps, on capte le satellite et on a des offres d'abonnement qui apparaissent et tu vois les tarifs.
sincèrement, ça pique énormément. Oui, bien sûr. Ah ouais, là, on est sur du. Oui, c'est du super roaming. Ah oui, c'est du roaming. T'as intérêt à. Voilà, faut faire Bien gaffe. réfléchir avant d'envoyer un SMS. T'envoies pas une petite vidéo en MMS en disant coucou, je suis dans le désert. Regarde, je suis dans l'avion. Non, Non, là, je suis dans le désert. Je suis dans l'avion, mais je suis ruiné. Après, il y a un vrai, je trouve, bénéfice, c'est dans une situation d'urgence où tu es coincé dans un endroit où il n'y a pas de réseau. Franchement, à ce moment-là, tu es prêt à payer n'importe quoi. Pour être sauvé, il y a quelqu'un qui est décédé comme ça en faisant une randonnée parce qu'il s'était cassé la jambe et il captait plus. Mais s'il avait capté le satellite, il aurait peut-être pu appeler. Mais ça, il aurait pu le faire avec la fonction urgence qui est là depuis iOS 14 en fait. Enfin depuis l'iPhone 14. Et on se rend pas compte en fait, c'est que nous en France, on est ultra couvert, même dans le fin fond de la Creuse, t'as quand même du réseau. Aux États-Unis, t'as quand même des zones où ton téléphone, en fait, il fait la gueule, il sait pas quoi. Tu vas du côté du Grand Canyon, c'est un peu compliqué. Voilà, donc c'est quand même vraiment très pratique comme service pour des pays comme ça. Après, moi, la stratégie que j'imagine, est-ce que petit à petit, Apple ne va pas étendre en fait cette technologie, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Starlink propose de plus en plus de fonctionnalités depuis un n'importe quel téléphone pour pouvoir se connecter au satellite. Et est-ce que, je ne sais pas, moi je dis peut-être une bêtise, mais finalement, Apple ne va pas devenir un concurrent petit à petit des opérateurs téléphoniques terrestres et traditionnels, en proposant de plus en plus de services, parce que toutes ces technologies vont évoluer. Peut-être que demain, on pourra passer des appels par satellite. C'est peut-être possible. qu'on pourra avoir de la data, échanger des données. Avec le satellite basse orbite, tu peux, puisque les latences sont vraiment suffisamment faibles, alors que c'est vrai que le satellite à l'ancienne, c'était 1 seconde de latence, donc ça rendait un appel téléphonique très désagréable. Donc oui, c'est possible. Je ne sais pas si c'est leur volonté première. Je pense qu'il y avait plus un sentiment de menace chez les opérateurs avec les eSIM et la facilité à changer. Je pense qu'ils amorcent la pompe surtout. Ouais, je pense qu'ils amorcent la pompe. C'est comme les SIM et tous ces trucs-là. En fait, ils y vont tranquillou. Tu bouscules un peu tu dis voilà, nous voilà ce qu'on peut faire, etc. Et puis à un moment, les opérateurs ils vont être obligés de s'y mettre et de suivre et de se dire voilà, on va faire peut-être des forfaits. Typiquement sur les nouveaux iPads, il n'y a plus de logement carte SIM physique. Tout se fait en eSIM. Donc tu es obligé de prendre une eSIM si tu veux avoir de la data. Et ce changement de paradigme, il est aussi en train d'arriver dans le milieu professionnel où maintenant tu as des produits qui sortent vraiment sans logement de SIM physique. Donc effectivement, Apple prépare le sujet là-dessus. Apple fait une grosse partie de son chiffre d'affaires sur le service. Donc pas désintéressant de faire grossir ce chiffre d'affaires en vendant encore plus de services. Moi j'ai bien aimé Control Center, on n'en a pas parlé. C'est le fait une refonte complète et surtout la possibilité d'ajouter des applications tierces. C'est en fait ce qu'on demande tous. Ça permet d'accéder rapidement à un service. Bon, alors la lampe torche, tout ça, etc. On connaissait. Mais si vous avez une application de domotique ou quoi que ce soit, vous pouvez directement accéder, allumer les lumières, ouvrir la porte du garage. Et je trouve ça c'est malin de l'avoir ouvert. Alors je fais 2 transitions, justement, tu as parlé du flash. Donc ils sont partis un peu loin dans le détail. Maintenant, sur le flash, tu peux gérer la largeur d'éclairage du flash. Wow. On est peut-être parti un peu loin dans ce niveau de détail. Et après, tu as parlé d'ouvrir le garage. Et il y a aussi une nouveauté avec tout ce qui est maison, c'est que maintenant, si tu as une serrure connectée, tu pourras l'ouvrir sans sortir le téléphone. Mais il faut qu'elle soit compatible. Il faut qu'elle soit compatible ultra wideband, qui est la puce qui est intégrée effectivement depuis l'iPhone 13, je crois. Effectivement, sans ça, ça ne marchera pas. Mais ça fait partie des évolutions. Voilà, il faut avoir la montre et le téléphone compatible, mais voilà. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que tu arrives avec ton téléphone, ça s'ouvre automatiquement. Tu n'as pas besoin de le sortir. Après ça, il y a quand même le gestionnaire de mots de passe. Qui est une fonctionnalité. Alors en fait, dans iOS et dans tous les OS, maintenant, et dans tous les navigateurs, il y a des gestionnaires de mots de passe, mais il était quand même assez caché sur iOS, iPadOS et macOS. Maintenant, Apple va avoir une application dédiée qui fonctionne aussi sur Windows et qui va te permettre de gérer tes mots de passe, ton accès sécurisé à des sites internet, à des services. Je pense que c'est quand même important. On est entré dans une ère où on ne peut plus avoir partout le même mot de passe. Donc de mettre ça en avant et d'aider les utilisateurs à adopter ce genre de choses sans que ça soit trop flou, c'est pas mal. C'est bien. Il y a aussi la possibilité de verrouiller les applications aussi. Ça, c'est pas mal ça. Caché et verrouillé, tout à fait. Caché et verrouillé, c'est en fait si vous avez une application que vous voulez pas trop que votre conjoint ou conjointe voit, ou vos enfants avec laquelle vos enfants pourraient jouer, vous pouvez la cacher ou la verrouiller. Et c'est la cachée, elle n'apparaît pas dans le déroulé des applications. Voilà, elle apparaît dans un dossier caché qui s'affichera uniquement quand vous vous connecterez. Et l'autre chose, c'est que vous pouvez aussi verrouiller directement l'application. D'habitude, les applications verrouillées comme les applications bancaires, c'est les banques qui développent leur propre système de verrouillage avec le système de comment on appelle ça, Face ID. Face ID.
Et là, ce sera directement natif. Donc en fait, c'est un truc qui est génial parce que voilà, au moins, on se dit en termes de sécurité, on est embarqué dans un truc costaud, quoi. Pas mal. C'est pas mal ça. Après, c'est un mix de fonctions entre macOS, Sequoia, la prochaine version, et iOS. Tu vas pouvoir faire le mirroring, l'affichage de l'écran de ton smartphone sur ton Mac. Tu vas recevoir les notifications, si tu le souhaites, de ton iPhone sur ton Mac, et quand tu les cliques, ça s'ouvrira sur l'écran du Mac. Donc tu vas pouvoir interagir avec ton smartphone sans le ressaisir. Donc tu es en train de travailler sur ton ordinateur, hop, tu peux basculer d'une appli qui ne s'exécute pas sur le Mac. C'était assez bien fait, la démo. C'était bien fait, et surtout, une fois de plus, c'est fait à la Apple. C'est en fait le truc, c'est une appli que tu lances, tu n'as pas l'impression que c'est un truc qui est intégré dans le système, il faut aller chercher. Parce que sur Android et Windows, en fait, Microsoft, ça fait un bout de temps qu'ils essaient d'imposer ça. Les fabricants. Ils ont du mal d'ailleurs. Mais non, ils ont du mal parce qu'en fait, c'est caché. Là, c'est une appli, vous double-cliquez sur une icône, vous avez l'écran de votre iPhone qui apparaît, vous avez besoin de rien faire sur votre téléphone, vous pouvez faire du drag and drop, lancer des appels, etc. C'est totalement transparent. Donc, tu n'as plus besoin de toucher ton téléphone, en fait. C'était déjà le cas parce qu'il y avait pas mal le système continuité là, qui te permettait de faire pas mal de choses. Mais là, franchement, même pour manipuler le téléphone, tu n'as plus besoin. Tu fais ça depuis ton Mac. C'est du Real Mirroring. D'ailleurs, c'est le nom de l'application. Et surtout, c'est bien, ton téléphone, t'es pas obligé de le laisser à côté de l'ordinateur. Ça communique avec le Bluetooth, je pense. On n'a pas eu de précision là-dessus. Mais il reste verrouillé, le téléphone, il est 100% sécurisé, quoi. Voilà. Bon, après, il y a eu plein d'autres trucs, par exemple les AirPods qui améliorent en fait la qualité audio quand vous êtes dans un environnement bruyant. Bon, moi, je demande à tester tout ça. Ça, c'est une mise à jour en plus sur les iPods Pro, ça, c'est cool. les AirPods Pro, excusez-moi. Voilà. Ça, c'est plutôt sympa. Ça, c'est plutôt sympa. Vous avez acheté des AirPods Pro en 2022, écoutez, exactement. Après, ils lancent des choses aussi qui sont très très centrées États-Unis, mais donc les cartes topographiques pour 50 parcs nationaux aux US. Donc, il n'y a pas de cette amélioration ne nous bénéficie pas. Mais en fait, il lance aussi des choses comme ça dont on n'a pas entendu parler. Typiquement, le fonctionnement du service d'urgence aux États-Unis, donc les appels d'urgence, c'est pas du tout le même. Donc maintenant, aux US, avec iOS 18, tu pourras envoyer des vidéos de ce qui est en train de se passer quand tu appelles les urgences ou envoyer des photos pour aider les secours à comprendre le contexte de l'intervention qu'ils vont devoir déclencher. Donc ça va pas venir tout de suite dans les autres pays, à mon avis. Oui, parce que j'imagine, il faut que les centraux soient équipés de toutes ces technologies. Mais c'est vrai que ça change la donne et ça va sauver des vies, tout ça. On se rend pas compte. L'Union européenne a imposé pour les voitures d'avoir un bouton d'appel, etc. Et tout. On peut imaginer l'appel automatique d'urgence dans les voitures, tout à fait. Imaginer que ce soit une demande de l'Union européenne dans les années à venir. Ça va finir par venir, c'est certain. Il y avait dans les trucs que moi j'ai bien aimé. Alors, excusez-moi, je fais mon iPadOS, la calculette, on en parle ou pas? Oui. La calculette, parce qu'en fait tout le monde alors on l'attendait tous cette calculette, mais en fait ce qui est génial, c'est qu'ils ont fait le coup à la Apple. Ok, on a une calculette, mais bon, super, on l'attendait, etc. Mais ils ont fait un vrai truc avec le pencil, avec le stylet, où globalement vous pouvez faire vos équations, vos petits calculs, etc. C'est ultra graphique, ultra design, et en fait ça s'appelle MathNote, c'est ça? Ouais, ça te fait des graphismes, des graphiques de ce que tu es en train de calculer. C'est vrai que c'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont sorti, et c'est très visuel. Donc je pense que pour l'éducation, ça peut avoir un intérêt concret. Ouais. Bon, alors je suivais les sous-tractions, mais après les équations, je t'ai perdu. Là, voilà, c'est l'ardoise, on va dire 2.0. Bon, on a déjà essayé de nous refourguer des ardoises, mais là, c'est quand même assez fabuleux. Et là, ça, c'est un truc, moi, je suis assez impatient d'essayer parce que je me dis, ça, c'est vraiment, moi, c'est bluffant. Moi, ça, c'est MathNote. L'appli. Oui, parce que c'est vrai que tout le monde se moquait qu'il n'y avait pas de calculatrice sur iPad. Bon, ils ont rattrapé le coup, on va dire. Voilà. Ils ont rattrapé le coup. Ils n'ont pas fait qu'une simple calculatrice. Ça va beaucoup plus loin. Avant de passer à notre deuxième module et parler là de tout l'aspect IA, parce que c'est le gros morceau et on va prendre le temps, un mot sur les devices compatibles avec iOS 18, parce que ça aussi c'est intéressant. Vous savez qu'il y a une concurrence en ce moment, une course à la durabilité de vos téléphones en termes de mise à jour. On le voit, Google pousse des mises à jour, je crois, de 6 à 7 ans. Sur les téléphones. Bon, alors pour l'instant, ils n'arrivent pas toujours à s'y tenir, mais effectivement. Mais ils sont engagés, là. Oui. Ils sont engagés. Ils se sont engagés. Et là, Apple a communiqué sur les plus vieux iPhones qui seraient compatibles avec iOS 18. Et là, quand même, on monte jusqu'à l'iPhone SE de deuxième génération et l'iPhone
XR, donc le 10R, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est un téléphone quand même qui commence à dater. Je pense qu'il doit avoir 6 ans, ce téléphone. Oui, je pense que c'est ça, puisque c'était juste après le 10. Donc, Voilà. Donc, à partir du SE et du 10R, donc après les 10S, les 11, 12, 13, 14, 15, tous les téléphones vont pouvoir bénéficier d'iOS 18. Et je trouve que ça, c'est bien. Parce que tout le monde va bénéficier en fait de cette course en fait à la mise à jour. C'est cool parce qu'en fait, tu achètes un téléphone et tu sais que si tu es plutôt, on va dire, méticuleux, pendant 6 ans, tu vas pouvoir t'en servir. Tu seras peut-être obligé de changer la batterie une fois ou deux. Oui, mais et je mettrais quand même un tout petit bémol, c'est que là, on va arriver dans la deuxième partie de l'émission, on va vraiment attaquer c'était le gros truc de la présentation. C'est en fait, vous pourrez effectivement avoir iOS 18, mais pas forcément toutes les fonctions. Exactement, mais ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Mais c'est déjà bien d'avoir un téléphone qui est mis à jour, qui a des mises à jour de sécurité, des mises à jour fonctionnelles, des mises à jour de sécurité. Ouais. Et c'est quand même pas mal, quoi. Moi, je trouve que c'est bien. Et puis, si vous avez des enfants, vous pouvez leur donner votre téléphone et vous êtes sûr qu'au moins, globalement, ils n'ont pas un téléphone qui c'est surtout pratique pour pouvoir installer les nouvelles applications, les mises à jour d'applications. Parce que c'est vrai que, par exemple, tu prends un WhatsApp, au bout d'un moment, quand il n'y a plus d'appli de mise à jour d'OS, la nouvelle mise à jour de WhatsApp ne fonctionne pas. Donc là, tu sais que pendant 6 ans, voire peut-être un peu plus, les applications, on va dire, importantes fonctionneront. On va s'arrêter un instant. On va revenir pour notre deuxième partie de quoi je me mêle. On va rentrer dans l'IA et on va rester toujours dans les mises à jour parce que autant le 10R sera compatible avec iOS 18, mais toute la partie IA, c'est pas la même chose. Non, là, ça je peux vous le dire. Ça se complique. Il faut un téléphone beaucoup, beaucoup plus récent. Ouais. Et on va rentrer dans le détail. Préparer l'aspirine parce que ça va pas être simple. Ouais, et ça fait un peu mal. C'est ça. Fait un peu mal. Nicolas Guyot, rédacteur en chef de Clubic, et Gonzague d'Ambricourt pour cette deuxième partie de quoi je me mêle. À tout de suite. Merci d'être là. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.